Ouais, regarde, toi aussi t'es là à crier, machin. Hi everyone, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziazo.com et aujourd'hui j'ai de nouveau invité Bilal sur ma chaîne spécifiquement pour répondre à vos questions puisque du coup depuis que vous l'avez découvert dans la fameuse vidéo sur le mariage, vous avez été nombreux à demander son point de vue, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo entière avec voilà quelques questions qu'on aura prises. Alors je suis désolée si votre question apparaît pas, mais on en a eu vraiment beaucoup, j'en ai demandé du coup sur Facebook et Instagram, il y en a vraiment eu énormément, on a essayé d'en prendre un maximum et du coup bon voilà, pourquoi pas refaire ce genre de vidéo si elle vous plaît plus régulièrement. T'es un peu la star du jour. Oui, tu es la star du jour, on peut dire ça. On peut dire ça. Où sont mes confettis? Tes confettis? Ouais. Alors, première question. Tu es de quelle origine? Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Pour mes origines, je vais donner 3 indices. Drapeau, champion d'Afrique, les hommes. Et ça devrait être assez facile de trouver. Tu as quel âge? 25 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis acheteur. Voilà. C'est quelqu'un qui prend un catalogue Carrefour et puis il achète. Ah, c'est ça. Je fais des courses. Non, voilà, il est acheteur. Acheteur industriel. Industriel. Es-tu fier du parcours de ta femme et de son évolution depuis que vous êtes mariés? Est-ce que la question se pose déjà? Et plus sérieusement, oui, parce que tu as eu une évolution assez... Au-delà d'être remarquable, elle est assez intéressante dans le sens où tu t'es remis en question sur beaucoup de tes positions. C'est-à-dire que tu es arrivé avec une vision des choses, une organisation très spécifique, conception de tout en fait, du travail, de la vie, de l'équilibre vie pro, vie personnelle, de la santé et de l'alimentation aussi. Ouais. Et tu as remis ça en question alors que tu as passé quand même pas mal d'années à forger ton propre paradigme. Donc oui, c'est surtout sa capacité à se remettre en question et évoluer. Oui, je suis assez fier de toi. Merci. Est-ce qu'avant de rencontrer l'Ahma, tu étais productif dans un mood développement personnel? Je sais pas si ça a un sens ce que je dis. Et si ça n'était pas ton mood, la productivité, est-ce que c'était difficile d'avoir le même mode de vie? J'ai un mode de fonctionnement assez particulier, c'est-à-dire que je suis capable de travailler beaucoup en très peu de temps, mais je suis pas du tout quelqu'un d'organisé. C'est-à-dire que si j'ai une tâche à accomplir en 3 mois, je suis capable de l'accomplir en 2 semaines, mais du coup ça m'encourage quelque part en fait à laisser ça plus tard. Du coup, au contact de Rahma, j'ai justement acquis un peu plus de discipline. J'ai encore pas mal de travail à fournir, mais ouais, ça m'a apporté ça. Ouais, c'est quelqu'un de très efficace, vraiment. Ça par contre, c'est un de ses gros points forts. C'est quelqu'un qui est capable de travailler vite, bien, efficacement, de produire quelque chose d'excellent. Par contre, c'est pas quelqu'un de productif en tant que tel, parce que si on prend à l'échelle d'une journée, il va pas être capable de produire autant de choses sur autant de domaines différents. C'est vrai que voilà, moi dans une journée, je vais avoir le temps de faire 4 milliards de choses. Lui, il va du coup se concentrer sur une chose en particulier et être efficace sur la chose en question. Donc voilà, vraiment c'est là-dessus qu'on diffère tous les deux. Mais du coup, puisque l'organisation c'est mon point fort et puisque c'est quelqu'un de très efficace, en fait on s'organise de cette manière-là. C'est-à-dire que là où il y a besoin justement de son efficacité, on fait appel à lui. Et moi du coup je supervise tout ça en fait, puisque voilà, l'organisation c'est mon fort. Donc au final on arrive à... Non, Attends. c'est ça, voilà. On arrive à bien... Ça va? Oui, tu m'as fait un peu mal quand même. On arrive voilà, à bien s'en sortir au final et à être vraiment à optimiser les choses. Ma question pour Bilal, comment est-ce que tu t'organises pour passer du temps en couple? Car j'ai l'impression que les hommes sont toujours très occupés. Je fais référence au mien. On va provoquer un peu des conflits là. Ah ouais? Ouais. Tu crois? J'espère Bon. pas. Pour moi, c'est une question de priorité. C'est-à-dire que tu peux t'organiser pour passer du temps avec ta famille si tu mets ça en priorité. Si tu mets le travail d'abord, ou tes amis d'abord, ou peu importe, tu auras tendance à passer plus de temps au travail ou avec tes amis qu'avec ton mari, ta femme ou ta famille du coup. J'espère que du coup c'est clair. En fait, je pense que ce que tu veux dire du coup, c'est que quand tu te retrouves face à des choix sur la manière de passer ton temps, si par exemple ta famille c'est ta priorité, tu auras tendance tu feras le nécessaire. Exactement. Pour que ce temps soit consacré à la famille. Je pense que le fait de se trouver aussi des activités, des intérêts communs, ça peut vraiment grandement aider parce que on a besoin de faire ce genre d'activités, ce genre de choses. Donc du coup, si en plus ta femme ou ton mari fait exactement la même chose que toi, enfin peut s'amuser en faisant la même chose que toi, c'est parfait parce que du coup vous en profitez pour faire les choses ensemble. C'est pareil pour le ménage. Enfin, je pourrais par exemple moi faire le ménage pendant que lui il travaille et ensuite lui du coup travailler pendant que moi je fais le ménage et inversement. Enfin non attends, je crois que j'ai inversé. Dans les deux cas, c'est moi qui fais le ménage, je crois, dans ce que je viens de dire.
Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais non, au final, nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, on fait le ménage ensemble en même temps, ce qui nous permet en fait de passer du temps ensemble, même à travers le ménage, et ensuite travailler ensemble, ce qui nous permet de passer du temps ensemble, même à travers le travail. Donc au final, voilà, on fait vraiment en sorte de s'organiser pour que même les activités pas drôles, comme le ménage, bah voilà, soient faites ensemble et nous permettent de passer du temps ensemble, quoi. Ouais, ce qui te permet de te retrouver pleine de mousse aussi. Oui, très souvent. Peut-il nous parler de sa vision du mariage, ce que tu as pu lui apporter, ce qu'il t'apporte depuis que vous partagez votre vie? Ma vision du mariage, c'est un partenariat. C'est deux personnes qui vont avoir des objectifs différents, qui vont viser quelque chose et qui à un moment donné vont se retrouver et mettre en commun du coup leurs forces, mettre en commun aussi leurs faiblesses et du coup essayer de compenser ça mutuellement pour aller non seulement vers un but et un objectif commun, mais également en s'aidant atteindre du coup les objectifs de chacun. C'est-à-dire que en tant que femme, tu veux développer ta marque de vêtements. Ton mari, lui, veut avancer dans sa carrière dans la politique. Ça peut être assez différent. Mais du coup, il peut faire en sorte de t'aider, te donner un coup de main. Quand tu as une charge de travail un peu trop élevée, il peut faire en sorte de s'occuper peut-être un peu plus des enfants, d'essayer de cuisiner un petit peu. Quand tu vois que t'es en surcharge, t'as une commande à livrer et tu C'est peux vraiment pas comme ça qu'on a fonctionné. Pendant ces périodes d'examen, par exemple, où il devait vraiment être focalisé sur ses études, bah du coup, voilà, moi je lui demandais rien. Vraiment, c'était. Moi je suis contre ce truc, hein, c'est le mari, voilà, il ne fait rien, il pose les pieds sous la table, machin. Mais du coup, il faut aussi avoir un petit peu de souplesse et se dire, bah là, il est dans une période importante. Donc du coup, bah moi je le décharge au maximum. Donc du coup, bah je le laissais s'occuper de rien. Vraiment, voilà, focalise-toi sur tes études, focalise-toi sur ta période d'examen. Et à l'inverse, quand moi du coup j'étais dans une période plus compliquée avec tout le boulot que j'avais à faire, bah lui inversement il me déchargeait aussi, il faisait à manger, il s'occupait du ménage, etc. Enfin voilà, on s'est vraiment en fait entraidés dans les périodes plus compliquées. C'est bien beau de parler de soutien, de se dire oui, on est là l'un pour l'autre, mais concrètement ça veut dire quoi en fait? Dans les faits c'est quoi? Est-ce que tu es juste là à dire ah tu sais je suis là pour toi? C'est du vent, c'est des paroles. Donc oui, il faut voir concrètement en fait ce que ça donne. Est-ce que le fait de se marier tôt est un avantage ou pas? Est-ce que ça te perturbe pour tes études? Et comment tu as trouvé l'équilibre entre études et travail? Merci, vous êtes fantastiques ensemble. Merci. Merci. Se marier tôt, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine maturité, un certain recul sur la vie et savoir ce que tu cherches dans le mariage, ce que tu peux apporter, ce que tu attends de la personne en face. Donc ça peut être très bien, comme ça peut être catastrophique. C'est-à-dire que si tu veux te marier pour te marier parce que tu te dis ok, c'est ce qu'il faut faire, avant de t'être construite en tant que personne, tu vas te retrouver en fait dans une situation où tu dois gérer des responsabilités, tu te retrouves face à une personne dont tu découvres que elle a plein peut-être de défauts qui sont rédhibitoires pour toi, mais tu t'étais jamais posé la question en amont du coup de savoir si c'était un gros non, un gros stop ou pas. En fait tu découvres au fur et à mesure que c'est pas tout beau, tout rose et tu te retrouves à devoir faire avec. Alors que t'as pas les outils psychologiquement pour gérer la situation. Se marier jeune, ça peut être très bien dans la mesure où au final tu te retrouves à grandir avec la personne que tu as en face. Vous grandissez mutuellement, vous apportez tout au long du coup de votre évolution, mais ça doit se faire correctement. Faut être prêt. Du coup, l'autre partie de la question, c'est est-ce que c'est facile à gérer avec les études? Non. Comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre études et travail? Études et travail? Ouais, c'est bizarre. Entre études et enfin, je sais pas, le foyer Okay. peut-être. Que tu sois étudiant, que tu travailles ou peu importe ton activité, c'est une question de savoir faire la part des choses et se rendre compte qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour étudier ou travailler. Tu vas y dédier forcément une grosse partie de ton temps. Et à côté de ça, si tu ne consacre pas de temps à ta vie de famille, à ta vie de couple, pour les gens qui comptent pour toi, tu te retrouves avec une sorte de déséquilibre. C'est très bien de vouloir être concentré sur ses études, sur son travail, mais c'est une partie de la vie. Tu dirais quoi à ces hommes jeunes de ton âge qui repoussent le mariage parce qu'ils veulent profiter de la vie, des sorties et faire des bêtises? Et deuxième question, tu t'imaginais à l'époque te marier jeune ou c'est le fait de voir qu'Al-Rahma te correspondait énormément qui t'a poussé vers le mariage? Je dirais premièrement que profiter de la vie, tout le monde aura une définition différente. Si profiter de la vie pour toi c'est prendre le temps du coup de te construire, d'apprendre à te connaître, de faire face à différentes situations, voyager, étudier, essayer différents métiers, vraiment te trouver, te construire et être prêt du coup à faire face à la vie de couple et à la vie de famille sans regret, sans te dire et si je m'étais pas marié, peut-être que j'aurais pu du coup avancer mieux dans ma carrière, me retrouver dans une situation où je serais mieux, etc. Ça, très bien. Par contre, profiter d'un sens où tu sors potentiellement en boîte, tu rencontres des femmes à droite ou à gauche, c'est pas bénéfique. Concrètement, ça t'apportera rien. Je suis pas en train de faire la morale, mais c'est mon point de vue. Pour moi, ça ne peut rien apporter de bon. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et pendant tout ce temps, tu t'es pas construit. Exactement, en fait, c'est ça. Tout ce temps, en fait, tu l'as passé dans des frivolités, dans des futilités. Et deuxième question, tu t'imaginais à l'époque te marier jeune ou c'est le fait de voir qu'Al-Rahma te correspondait énormément qui t'a poussé vers le mariage? Pour ma part, pour des questions religieuses, c'était important que je me marie jeune, mais pas avant de mettre, comme je disais,
séparément de m'être construit. C'était important, mais c'était pas primordial. C'est-à-dire que si je m'étais pas senti capable du coup d'assumer les différentes responsabilités, si je m'étais pas senti capable du coup de pouvoir apporter quelque chose dans le cadre du coup de ce partenariat, pardon, ça aurait été hors de question que je me marie. Et oui, Rahman me correspondait énormément. Et du coup, oui, la question s'est pas posée longtemps de savoir si je me projetais avec elle. Si j'avais rencontré une personne qui me convenait, mais ouais, j'aurais peut-être été moins catégorique sur le fait que ouais, je voulais me marier. T'arrive-t-il de tirer la sonnette d'alarme si tu sens que ton épouse est surmenée? Bon, je sais pas si cette question est très utile, car pour moi, c'est la reine de l'organisation et de la productivité. Ouais, mais c'est ça le souci, c'est que du coup, j'en fais trop. Et oui, du coup, oui, je tire très souvent la sonnette d'alarme. En fait, t'as pas de mécanisme. Ton corps, ton esprit ne te disent jamais stop. En fait, si, ils te disent, mais tu t'écoutes pas. J'écoute pas. Non, elle a pas ce réflexe de se dire, ok, je suis allé trop loin, je me surmène, j'arrête. Non, en fait, elle se dit, bon, tant que je peux, mon corps ne me lâche littéralement pas, et tant que je suis pas au bord du burn-out, il m'arrive très fréquemment de dire, ah, stop, là, tu t'arrêtes. Et c'est là que tu te rends compte que ta femme est une junkie. Ah non, mais concrètement, il m'arrive en fait physiquement d'arriver, fermer l'ordinateur, le prendre, et elle se déballe. Non, arrête 5 minutes, s'il te plaît. Attends, j'envoie juste un mail. Attends, je termine juste cette vidéo. C'est grave. La dernière fois, je t'ai dit de faire une sieste. Moi, j'ai dit, non, je veux pas. Oh, on aurait déjà un enfant. Non, je veux pas faire une sieste. Je veux travailler. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez ta femme? Je pense que c'est ton côté très ambitieux. Dès nos premiers échanges, en fait, dès les premiers messages qu'on s'est échangés, tu m'as expliqué très clairement, en fait, voilà ce que je fais, voilà où j'en suis, voilà où je veux arriver. Et ouais, t'étais très clair et tu savais en fait ce que tu voulais. Tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu voulais pas. Tu te connaissais très bien en fait. Tu savais également sur quoi tu étais forte, sur quoi tu devais encore travailler et pourquoi. T'avais ce recul et cette connaissance de toi-même, couplé du coup à de l'ambition et du coup, c'est ça. Est-ce que tu te serais vu marié avec une femme non voilée? Oui. Oui. Comment avez-vous fait pour vous y retrouver financièrement vu que Bilal est toujours étudiant, à ce que j'ai pu comprendre? Il faut savoir que ça fait 2 ans du coup que j'étudie en alternance. Je passe une partie de mon temps à l'école et la majeure partie de mon temps en entreprise. C'est beaucoup plus facile que si j'étais étudiant du coup en initial à temps plein. On a une gestion en fait de l'argent qui est assez raisonnée. Une fois que les dépenses fixes, enfin les frais fixes du coup sont réglés, donc le loyer, l'eau, l'électricité, etc. On a peu de dépenses. On dépense relativement peu. Ouais, on dépense vraiment très peu, même au niveau des courses alimentaires, vraiment, enfin, on fait tout maison. En termes d'achat d'objets, ouais. C'est très rare. Vous vous entendez toujours bien? Comment vous faites pour vous réconcilier après une embrouille? Alors non, on s'entend pas toujours bien, et ça arrive, oui, ça arrive comme chez tout le monde du coup, qu'on ait des disputes, qu'on ait des embrouilles. Quand tu t'emportes, quand tu t'énerves, quand il y a un conflit, tu as tendance en fait à monter et à perdre de vue du coup l'objectif de la dispute, ce qui a créé la dispute. Il y a toujours en fait une raison à ça. Et tu te retrouves en fait à crier, à t'énerver, à ci, à ça, à balancer des arguments dans tous les sens et plus personne ne s'entend en fait. C'est un concours de celui qui va crier le plus fort. Donc ce qu'il est super important de garder à l'esprit, c'est que quand une embrouille éclate, c'est qu'il y a eu à un moment donné soit un problème de communication, que l'échange ne s'est pas fait comme il fallait, ou alors un problème sur des points de vue, c'est-à-dire que il y a eu un problème un peu plus profond, exactement, merci. Et du coup tu as un point de vue, il ou elle a un point de vue, et ça marche pas, vous n'arrivez pas à vous entendre en fait sur votre vision des choses. Donc, et quand on se dispute, en fait on reste sur la dispute en tant que telle, alors que normalement on est censé du coup faire un pas en arrière et voir le problème plus global. Limite, la dispute qui est en train de se produire, on est censé l'oublier parce que du coup, il y a un problème plus profond que ça. Et c'est de ça en fait qu'il faut s'occuper, pas de la dispute qui est en train de se produire. On a mis un système en place qui est que dès que le premier qui se rend compte que la dispute est en train d'escalader, de s'aggraver, voilà. Et sans aucune raison, il a pour devoir de dire, écoute, stop, on est en train de s'emballer, on est en train de crier, ça mènera à rien. Il y a un garde-fou en fait, il y a constamment un garde-fou. Faut mettre un peu son orgueil, sa fierté de côté. Il y a souvent une fierté mal placée en fait, de se dire si j'arrête de crier, si je la laisse crier, c'est qu'elle a gagné et moi non. Alors que c'est le contraire en fait. Tu fais pas passer ton message. C'est exactement ça. T'oublies tout ce qui s'est dit, tous les cris, tous les machins. T'es pas dans le reproche de dire ouais regarde toi aussi t'es là à crier machin. La dispute là, les 5-10 dernières minutes, elles ont servi à rien. Donc elles ont pas existé, t'as expliqué ça, tu m'as répondu ça, je l'ai mal pris. Ce que j'ai voulu dire c'est ça. Pourquoi je t'ai dit ça, c'est pour ça. Autre chose aussi, c'est que parfois la dispute va atteindre un point tel que la discussion est plus possible pendant un moment. Parfois, il faut la quitter. Ouais, faut dire stop. Faut dire écoute, là clairement, on ne peut plus discuter.
Allons nous calmer On chacun arrête là, dans notre exactement. coin et on reviendra plus tard. Et ça peut vouloir dire se mettre chacun dans une pièce, ou ça peut vouloir dire rester dans la même pièce, mais vaquer à ses occupations. Le but c'est pas d'oublier la dispute parce que elle va se reproduire, hein, ça c'est sûr. Si jamais vous avez pas travaillé sur le truc, le but d'aller au restaurant ou de sortir ou d'aller prendre l'air, c'est pas de zapper le truc et de se dire bon vas-y on oublie, on zappe. C'est absolument pas ça. On met pas le truc sous le On tapis. met pas le truc sous le tapis, pas du tout. Le truc c'est d'enlever juste la colère. Parce que la colère elle apporte rien au final. C'est juste ça, c'est de pouvoir parler de manière plus posée, avec du recul, etc. Et après quand c'est des plus petites disputes, là par contre on a une toute autre manière de gérer. Là oui on met les choses sous le tapis. Quand c'est des choses vraiment de la vie quotidienne, quand c'est futile, je t'avais dit de changer le papier toilette, tu l'as pas fait, machin. Ouais, t'as pas rangé les cuillères là où il fallait. Voilà, très souvent en fait ce qu'on va faire c'est simplement s'apporter un tout petit peu d'affection. En fait on zappe complètement on met notre fierté de côté, il y a pas de c'est toi qui gagne. En fait à partir du moment où vous êtes énervés, vous êtes tous les deux des losers en fait, c'est ça qu'on se dit vraiment, il y a pas de gagnant ou de perdant à partir du moment où vous êtes tous les deux sur les nerfs en fait. Donc du coup à partir de là, souvent en fait on va simplement s'apporter une petite preuve d'affection. Donc je sais pas, par exemple je vais m'énerver parce qu'il a pas fait tel ou tel truc et puis voilà il va venir me faire un petit bisou et puis moi je vais pas rester accroché dessus, c'est débile. Enfin voilà, je mets le truc de côté, on se fait un grand sourire, on passe à autre chose. Ou alors je sais pas, on va être en voiture par exemple, il va prendre ma main, voilà, c'est une espèce de signe de paix quoi. Voilà, allez viens on fait la paix. Le calumet de la paix. Voilà, c'est ça. Donc du coup, selon que la dispute soit grosse ou petite, il y a différentes manières de gérer, mais pas de fierté. Si la personne en face en fait te rejette, soit c'est que elle est encore dans sa colère, dans sa mauvaise foi, dans son orgueil. Et toi en fait t'as pas comment dire, tu t'es pas rabaissé en fait en faisant le premier pas. Au contraire. Au contraire en fait, t'es là, t'es en train de dire ok, je sais que potentiellement je suis dans mon droit, mais là ça nous apporte rien, je te propose la paix. Et la personne en face elle est là, et puis même t'as une responsabilité en fait, parce que si lui il a fait un pas vers toi et que toi tu le refuses, c'est toi qui cherches les soucis au final, hein, c'est donc, ça. Peut-être que là le problème est beaucoup trop profond. Et il est peut-être temps du coup de faire appel potentiellement du coup à une aide extérieure. Ouais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous ne nous suivez pas encore sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, c'est là qu'on est les plus actifs. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur theaso.com. Bye!